Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère apéritif, 69e épisode numéro 68. Nous sommes toujours le 18 mars 2022 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Julien Durillon. Bonjour Julien, qui êtes-vous ? Bonjour Steven, je suis Julien Durillon et à la date d'aujourd'hui je suis toujours celui qui casse des trucs de temps en temps dans des libs qu'on utilise. Voilà. C'est un plaisir. On va te renommer Chaos Engineer. Et nous sommes également en présence de Florentin Dubois. Bonjour Florentin, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis senior développeur, software développeur chez Clever. Je bosse sur Sozu, sur le FAS, sur l'opérateur Kubernetes. En petit, c'est Clever. Et ça se passe bien, je le vis bien. Et tout va bien. Et je tourne des épisodes de podcast de temps en temps avec des gens fabuleux. Bah après, si ça se passe bien, reporte à ton manager, hein, t'hésites pas. Ouais, je lui dirais... Et enfin, nous avons parmi nous, pour son deuxième épisode déjà, Manuel Luzaretta. Bonjour Manuel, qui êtes-vous ? Bonjour à tous, et j'ai une crampe dans le bras gauche. Je m'appelle Manuel et chez Clever, moi je m'occupe pour l'instant un peu d'Ops, mais comme je viens d'arriver, je prends mes marques surtout. Et bienvenue à toi. Re-bienvenue. Bienvenue. Merci, Et puis, chill, à la vôtre. à la vôtre. Pour cet épisode de Un message à caractère apéritif. C'est pas ultra radiophonique, mais... C'est pas, on va Mais dire mat, comme on dit en Bretagne, chin, je ne sais pas quoi. Comme nous sommes très avancés en ce vendredi fin de journée, nous avons décidé que c'était le moment de célébrer cette belle semaine. Et vous verrez en fin d'épisode à quel point elle a été belle pour Clever, puisqu'on aura 2-3 choses à vous annoncer sur des nouvelles fonctionnalités. Mais Le teasing. avant ça, comme jamais. Mais avant ça, arrêtez tout. La crypto, les NFT, c'est maintenant. Il faut absolument se placer. C'est maintenant que tout se passe. C'est aussi maintenant que tout arrive et qu'il y a des leaks de NFT. Vous avez vu l'actualité sur OpenSea récemment. Bon. Mais en première actualité, qu'est-ce qu'on a ? On a une actualité qui est plus si actuelle que ça parce que c'était il y a un mois à l'heure où au jour où on enregistre ce podcast, mais sur une plateforme de crypto-monnaie qui s'appelle Solana, qui apparemment fait des trucs avec du Ethereum. Alors il y a tellement de trucs de crypto-monnaie dans tous les sens que je comprends jamais. Pour moi c'était une autre blockchain, mais apparemment ils font quand même du Ethereum. Bref, du coup je comprends pas, mais globalement sur cette plateforme Solana, il y a 98 000 ETH qui ont été volés. Donc quelqu'un qui est allé faire des fausses des fausses transactions, enfin des transactions qui ont été acceptées par la plateforme alors qu'elles n'auraient jamais dû l'être. Et il y a un post sur le Reddit, le subreddit de Solana, qui explique comment ça s'est passé, et c'est très très drôle. Je pense que ça permet de commencer cet apéro sur un bon troll. Globalement, Solana, au moment de créer une transaction, sur la chaîne, il vérifie deux choses. Est-ce que la signature de la transaction est valide, enfin du bloc en gros est valide, et est-ce que la signature a été créée par ce qu'ils appellent un guardian. J'imagine que c'est les gens qui ont autorité pour publier sur la chaîne. Et en fait, visiblement, ils font un genre de est-ce que la signature est valide ou exclusif, est-ce que ça a été fait par un gardien, ou je sais pas trop. Globalement, ils s'attendent à ce que quand la signature est invalide, mais que ça a été créé par un guardian, c'est rejeté. Et si c'est une signature OK, mais que ça n'a pas été créé par un guardian, du coup, c'est rejeté. Et en fait, le hack venait du fait que si on poste un bloc qui a une signature invalide et qu'elle n'est pas créée par un gardien, bah ça passe. Visiblement, moins par moins, ça faisait plus dans leur façon de vérifier le truc. Et donc, la requête est approuvée parce que les deux trucs sont incorrects. Et visiblement, à un moment, ils font peut-être incorrect égale incorrect. je ne sais pas. Et voilà, donc quelqu'un a réussi à taper 98 000 Ethereum avec
cette flow. Je trouve ça dingue cette erreur. qu'ils aient pas découvert cette faille-là beaucoup plus tôt. Hmm. Ouais, alors, je ne connais pas l'âge de la plateforme Solana parce que les plateformes de crypto-monnaie, tu tapes dans une poubelle, il y en a 5 qui tombent, quoi. Donc, je ne sais pas depuis quand elle date celle-là, mais enfin, c'est quand même assez drôle, quoi. En fait, ça me rappelle des projets de première année d'études avec des gens qui font est-ce que le username est dans la base de données? Oui. Est-ce que le password est dans la base de données? Oui. Bon, bah, tu es connecté. C'est le genre de faille qu'on voit dans des projets en première année à la fac ou je ne sais quoi, mais dans un truc qui est censé être basé sur de la cryptographie, etc., c'est quand même chaud et ça donne beaucoup envie de se moquer quand même. Voilà. Mais en même temps, je suis en train de poser la question de combien ça faisait 98 000 Ethereum. Oh, une petite bagatelle. Beaucoup. Bah, c'est une bonne question. Je suis allé voir ça tout de suite. Ça fait 2600 €. C'est tout? Oui, c'est tout. Oh, bah ça va. C'est pas cher l'Ethereum. Bah non, apparemment. Je m'attendais à décevant. plus. Bah ouais. Surtout pour une faille de ce type-là, quoi. Ils auraient pu taper bien plus au final. Ouais, c'est clair. Après, ce que ça dit, c'est que ça reste un écosystème encore très très jeune et du coup, c'est pour ça qu'il y a autant de chaînes. Hein, ça part dans tous les sens. Un jour, ça se consolidera un petit peu. C'est aussi la force de l'écosystème, c'est de pouvoir expérimenter beaucoup de choses. Bon, Et ce qui fait aussi que du coup n'importe qui participe et enfin n'importe qui quand n'importe qui peut créer sa plateforme, enfin c'est essayer de créer une plateforme. Il y en a, on a l'impression que des plateformes, des blockchains, etc. C'est des gens qui ont testé un truc chez eux. Ils ont eu un peu de momentum sur Reddit ou sur Twitter ou je ne sais quoi. Et du coup, le truc est parti. Bon, voilà, mais sans que, enfin, en fait, c'est un projet étudiant dans un coin, quoi. Ouais, avec un joli site web et un logo couleur néon. Ouais, c'est ça. Comme Facebook au final. Bah, ouais, après, ça n'empêche pas, entre guillemets, du bien fondé, mais c'est aussi un domaine qui, d'un point de vue étudiant, c'est hyper intéressant, en fait, tu vois, de se pencher là-dessus. Ça te fait penser au modèle de transaction distribuée, etc. En fait, moi, je comprends qu'un étudiant se dit, tiens, et si je crée ma blockchain? Le problème, c'est que, avant d'être utilisateur de quoi que ce soit, bah, il faut un peu regarder l'impact du truc. Est-ce que c'est maintenu? Est-ce qu'il y a un écosystème, une communauté? Et on peut prendre en analogie les projets GitHub où tu as un single contributeur avec la dernière contrib il y a 5 ans. Ouais. Est-ce que tu pars dessus, quoi? Bah là, le problème, c'est que c'est pas la bonne analogie. La meilleure analogie, ce serait plus, tu vois, Hugging Face, qui a des centaines de modèles, et en fait, il y a un bon pourcentage là-dedans qui sont des trucs bien pourris qui servent à rien, quoi. Et donc, dans cette maturation de marché, à un moment donné, il y aura, de même qu'il y aura et on commence à voir des tendances, des choses qui vont venir raffiner des modèles pour avoir des offres de qualité. Bah, tu vas avoir un peu la même chose sur de la blockchain. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils te listent un peu toutes les chaînes ou les indices sur certains sites, c'est que pour t'y retrouver, c'est un peu compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué de s'y investir parce que si ça se trouve, dans un an, le truc, il n'y a plus rien. Ah bah clairement. Et déjà le projet avec un seul contributeur, comme tu disais, avec le dernier commit à 5 ans, en fait, tu repars dessus, mais tu deviens le mainteneur, soit tu t'arrives à avoir la personne et faut faire l'état de l'art du truc, quoi, savoir ce qu'on est, où sont et qu'est-ce qu'il y a à la concurrence. Sinon Ouais. Et encore là, on parle que de cas dans lesquels on est sur des choses qui entre guillemets sont bienveillantes, c'est de l'expérimentation. Mais vous voyez venir. Mais oui, il y a des cas dans lesquels les contributeurs sur GitHub, c'est pas toujours aussi drôle. Non, enfin, tu vois, tu as des actes de malveillance parfois et ça peut, tu vois, il y a eu l'actualité sur la lib de GitHub l'autre jour où le gars il s'est dit tiens, j'en ai ras le bol, je saborde
je saborde la lib, etc. Donc ça a fait un peu écho. Quelque part, je pense que ça aura sans doute un aspect, j'espère, positif sur le long terme, qui sera de se dire, bah ouais, mais enfin, collectivement, en termes d'entreprise, quand on utilise ces softs-là qui sont parfois développés par des gens en marge de leur boulot, comment est-ce qu'on peut favoriser entre guillemets, l'écosystème pour qu'on puisse rétribuer les gens à la hauteur de leur contribution. Ce qui pose un autre problème de cadre de travail, c'est qu'il y a aussi beaucoup de contributeurs open source qui partent en burn-out parce que les projets qui explosent, si c'est pas cadré par, entre guillemets, soit quelqu'un qui sait s'organiser, soit une boîte qui sait se dire, OK, ce projet-là grandit, soit on le met dans une fondation, soit on organise le truc nous-mêmes, mais on sait l'accompagner. Et en fait, la conséquence derrière, c'est que les mecs pètent au vol, quoi. Mais c'est pas trop le sujet que j'avais en bienveillance malveillance. C'était plutôt, n'est-ce pas Manu? En termes de malware, en termes de malveillance, on est pas mal. Et c'est un peu le sujet qui vient, le sujet suivant. Superbe transition. Du coup, je vais vous parler d'un truc assez rigolo. Enfin, pas pour les Russes et les Biélorusses, mais le mainteneur principal du package Node.jpc, donc il y a un package Node.js qui gère les communication interprocess, du coup IPC, interprocessus communication. Ce qui est une lib assez utilisée. Ouais, 4,7 millions de téléchargements par mois, un truc comme ça. Ouais, une lib qui est plutôt très très utilisée. C'est dit que c'était une bonne idée en fait d'implémenter dans ce code-là, dans cette lib-là, du code malveillant à destination de toutes les machines qui ont une IP affiliée à la Russie ou la Biélorussie. En fait, ce qui se passe, c'est que suite à la mise à jour qu'il a faite et qui du coup, suite à l'implémentation de ce code-là, et ben toutes les personnes qui téléchargeaient cette lib-là sur une machine avec cette IP-là se retrouvaient avec tous les file systems wipés et juste un fichier avec un emoji cœur à l'intérieur pour la beauté du geste et un petit message expliquant que les ambitions, enfin pas les ambitions, mais les comment on appelle ça, les actions du gouvernement. Ouais, j'ai pas le terme, mais c'est pas grave. Le fait que ça soit politique, hein, finalement. Ça soit une action politique en disant qu'il était contre la guerre. Donc du coup, ce mec-là s'est retrouvé avec, je pense qu'on peut le dire, une tétrachée d'issues ouvertes, que ça soit par des gens qui sont originaires de Russie ou non d'ailleurs, hein, parce que c'est une action qui est déplorée par une bonne partie de la communauté. Donc je vous invite à aller creuser un petit peu la partie issue de ce repo-là pour aller voir quelques messages plutôt drôles. Je pense que la majorité des issues en fait à moins de 12 heures. C'est un truc qui est assez frais. Voilà, donc le mec c'est un petit peu sabordé. C'est étonnant quand même que le repo soit toujours dispo sans trop de soucis sur GitHub. Je précise juste que depuis, il y a eu encore une mise à jour qui a mitigé en fait cette action malveillante. C'est-à-dire que le mec maintenant ne wipe plus le disque, mais juste met un fichier avec un message qui explique pourquoi il est contre la guerre, quoi. Voilà, donc un petit peu le mix entre politique et dev, qui fait pas forcément toujours bon ménage, mais chacun jugera. Et d'ailleurs, il y a une CVE qui est ouverte en cours de validation. Pour ce qui n'est pas une vulnérabilité, mais ce code malveillant. Voilà. Et un truc un petit peu marrant, j'ai vu qu'il a fait un commit il y a 8 heures qui modifie le README où il dit « Thanks for all the free pizza » déjà, « And thanks to all the police that showed up to sweat me ». Je pense qu'il y a des gens qui ont répondu de façon un peu vénère. Je pense que le type va prendre quelques vacances là. Bah, il s'est un peu sabordé le projet, quoi. Parce que potentiellement, c'est un problème aussi de confiance. Comme on avait pu le voir avec un autre mainteneur de 2 paquets Node, dont j'ai oublié les noms. Pareil, où il y avait un sabordage. Ah si.
Comment il s'appelle ce paquet? C'était Color. Stirpa, je crois. C'est pas Et Color, Color, il y a pas Color. ColorJS dedans? Non, je crois pas. Si, il y a Faker et Color. Ah, Fake. Faker et ColorJS, ouais. C'est ça. Mais c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de choses. Pour le coup, comme tu dis, il y avait Faker Color, et il y avait eu un autre package avant où c'est pas qu'il avait fait du call malveillance, c'est que la personne avait retiré de NPM le package. Et ça avait cassé un bon nombre d'autres packages en faisant ça. Parce que justement NPM voulait, je sais plus quel était le deal entre les deux, mais voulait récupérer l'ownership du paquet ou quelque chose comme ça, je crois. Ouais, il s'était fait emmerder pour le nom du paquet, qui collait pas avec une boîte, du coup, qui avait déposé le nom en question. Il me semble que c'était c'était un deal comme ça. Ouais, bah parfois il y a des choses qui marchent pas dans la vie et parfois t'arrives pas à créer un compte quoi. T'es très très fort. Autre petit truc drôle. Donc c'est un mec qui fait un thread Twitter pour expliquer que il aimerait bien se créer un compte GCP, donc Google Cloud Platform, mais en fait il y arrive pas. Donc alors c'est juste assez rigolo parce que le mec explique que en fait au début il a utilisé une carte virtuelle donc de Wise. Apparemment GCP lui a dit non mais on veut pas de carte prépayée. Du coup il se dit bon c'est pas grave, je vais prendre une carte, une vraie carte. Puis apparemment Google a pas voulu non plus. Du coup il s'est dit bon il y a une option PayPal, alors pourquoi j'utiliserais pas l'option PayPal? Sauf que ça a pas marché non plus. Donc c'était un peu compliqué. Notamment il y avait un deal avec le recheck de son compte PayPal qui a pas marché. Puis finalement, il ajoute un compte bancaire, sauf que le problème, c'est que son compte bancaire lui étant domicilié aux Pays-Bas, mais le compte bancaire ayant un IBAN belge, ça n'a pas marché. Et du coup, juste après, il a reçu un message qui expliquait que en fait, il avait fait pas mal de tentatives et que là, il avait plus qu'à contacter le support, quoi. Donc le mec se débine pas quand même. Il avait vraiment envie de créer son compte sur GCP. C'était une ambition pour lui apparemment. Donc du coup, il va dans le Billing Assistant. Donc apparemment, c'est une sorte de chatbot sur GCP, en expliquant qu'il veut contacter directement le billing support, donc le support facture, c'est ça, facturation. Sauf que ça marche pas non plus. Et du coup, il essaye d'avoir un contact avec des équipes humaines qui expliquent et il explique que il peut pas, quoi. Donc voilà, l'histoire d'un mec qui explique que Google c'est plutôt bien, mais quand on n'a pas affaire à un humain et qu'on a un problème, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Mais il y a une pub en ce moment qui te fait ça là. C'est le gars qui a des plâtres et puis qui doit appuyer sur des boutons. Puis il est dans plein de situations où en fait quand t'as pas d'humain, des fois t'es c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut un bon support avec des humains derrière. C'est important d'avoir du contact humain aussi quand on a des problèmes. On pourrait inviter la personne à tenter de se créer un compte Clever Cloud pour tester. Voilà. Et puis s'il a un problème, il contacte le support et il y a des vrais humains derrière. C'est ça. Très gentil d'ailleurs. Deux cas des bisous. Ouais. Et d'ailleurs, vous pouvez nous retrouver nous d'ailleurs sur le support au passage. On en fait aussi. Ouais, parfois. Ouais. Dans les choses qui dysfonctionnent parfois, parfois c'est administratif et parfois c'est des outages. Et HugOps en cas d'outage par principe. Mais Florentin, tu as peut-être des choses à nous raconter Je peux vous raconter mes premiers outages, mes premières astreintes. Ça serait très drôle. Pour la petite anecdote, ma première astreinte, j'ai perdu un datacepteur et un peu plus tard,
un data center a brûlé. C'était très fun. J'ai beaucoup aimé le data center qui a brûlé. Je n'ai jamais reçu la SMS de l'astreinte. J'étais plus sur ce qui s'est passé. Mais Spotify. plus récemment, ah non, mais je sais, je jouais ça, l'anecdote marrante. Ok. Plus récemment, il y a notamment le 8 mars, Spotify et Discord ont eu quelques soucis parce qu'ils sont tous les deux, ils utilisent tous les deux le Google Cloud Platform, et notamment Google Cloud Platform a eu un souci avec un de leurs produits qui s'appelle Traffic Director, qui est basé sur Envoy. Et en fait, dans le lien de Spotify et celui de Discord, on peut voir un petit peu le déroulé en fait de ce qui s'est passé. Et notamment, ils expliquent que ils ont perdu la connectivité avec Traffic Director. Et ensuite, ils se sont rendus compte que les gens leurs moniteurs se sont rendus compte que les users se faisaient déconnecter. Ils n'arrivaient pas à se reconnecter. Et ensuite, du coup, ils ont dû aller débugger jusque la lib cliente gRPC, où ils ont trouvé un bug dans la résolution du nom du client. Alors, je sais plus exactement comment il s'appelle. C'est le XDS Name Resolver qui du coup a eu un souci. Donc, il y a l'issue et la timeline dans le lien de Spotify. Je vous invite à aller voir, c'est assez intéressant, et puis ça montre aussi à quel point on est tous dépendants de plateformes un petit peu, de provider en dessous, et du coup on peut Quand tous on avoir arrive des à créer soucis un également. compte. Donc, quand on arrive à créer un compte chez Google, c'est vrai. Mais tu vois, cette personne-là n'aura pas de problème avec le Google Cloud Director, Traffic Mais Director. n'empêche, le problème, encore une fois, c'était le DNS. Et oui, le problème c'est toujours le DNS. C'est pour ça qu'il faut remplir ses ETC hosts. C'est important. C'est la seule source de vérité. Ah là là. Ouais, et puis il y a un petit effet boule de neige là qui est intéressant, c'est que c'est en fait un problème d'infrastructure qui vient montrer des problèmes d'implémentation dans des libs. Là, typiquement, en fait, leur problème, il a montré que l'implème gRPC Java n'était pas entre guillemets résiliente à certains événements. Ça pose la question du modèle de dev aussi. Tu vois, est-ce que le test est suffisant quand le test c'est toi qui le crée? Est-ce que tu peux penser à tous les types de tests ou à ce qui est fait côté FoundationDB par exemple avec des frameworks de simulation où là tu as moins de critères biaisés parce qu'en fait tu fais une sorte de combinatoire de vas-y trouve-moi les événements qui peuvent se passer quand on mélange un peu tout sur tous les choses les endroits où tu peux intervenir. Et ça te permet sans doute de trouver beaucoup plus de problèmes potentiels sans pouvoir vraiment confronter une lib dans toutes les situations. Donc c'est intéressant, je trouve. Après, une lib comme celle-là, de mon point de vue, c'est assez dur à tester, notamment sur le DNS, parce que pour reproduire le cas ce cas d'erreur-là, il faut monter dans ces tests unitaires ou end-to-end un serveur DNS qui crache. Et forcément, comme tu le dis, si t'as pas un framework de simulation, c'est quasi pas testé en fait. Parce que du coup, c'est monter un serveur pour tester les trucs et faire du chaos engineering. Ce qui est pas évident, pour le coup. Après, on espère que ce patch a été backporté dans tous les autres implèmes chez RPC. Surtout ça. Et ouais, c'est même pas sûr que ce soit impacté. Hein. Enfin, ça dépend potentiellement de l'implème. Là, ce qui s'est passé, il me semble, c'est qu'il y avait une erreur qui n'était pas remontée dans le cadre en plus de XDS, mais qui potentiellement n'impacte pas les autres protos ou les autres implèmes. Potentiellement. Sachant qu'en plus, la JVM, elle a une petite tendance à garder les noms de domaine qui sont déjà résolus. Et ce qui a peu posé problème aussi par moment. Parce qu'elle garde en mémoire l'association adresse nom de domaine, adresse IP. Et du coup, si vous changez l'adresse IP derrière un nom de domaine et que vous ne redémarrez pas votre JVM,
Et bah, du coup, elle a toujours lancé l'adresse IP, donc ça peut marcher un temps. Et puis le jour où la JVM redémarre, hop, elle prend la nouvelle IP et ça marche plus. Par exemple. C'est toujours le cas, ça? Bah, il me semble qu'il y a maintenant un flag pour dire à la JVM d'expirer ce nom de domaine. Mais je suis pas sûr de ça. Bah, puisqu'on parle de JVM, il y a certains OS qui, des fois, sont implémentés sur JVM. Et il y en a même qui font des OS mobiles avec ça. Et du coup, Manu, tu veux nous en dire un peu plus? Ouais, je vais vous en dire un peu plus. Non, je voulais juste faire le focus sur un blog que je trouve assez intéressant, qui s'appelle wonderful.space. Donc derrière, c'est une personne qui a pas mal de background en sécu et qui notamment a écrit un article assez intéressant sur la réflexion qui se fait autour des OS, et notamment cette histoire qu'on a l'impression que les OS traditionnels, il appelle ça les OS traditionnels, sont assez sécurisés, notamment Linux. On a toujours cette image de se dire Linux, contrairement à Windows, il n'y a pas de problématique de sécurité. C'est un truc qui est assez secure par design. Et finalement, lui, il pousse la réflexion à se dire, mais à la base, donc Linux qui est plutôt Unix-like. Toute la réflexion, toute l'architecture de cet OS-là, à la base, elle n'était pas orientée sécurité. C'est-à-dire que il n'y a pas nativement cette idée de sandboxer les applications. Quand on installe une application sur le système, par définition, par défaut, en fonction de comment vous avez ordonné ou pas votre OS, mais par défaut, elle va avoir accès à l'ensemble du file system en dehors des comment ça s'appelle, des fichiers qui sont qui sont ownés par root et qui sont pas lisibles, mais sur l'ensemble de votre machine. Donc là, il parle plutôt d'une machine desktop. Sur l'ensemble de votre machine, à partir du moment où une application est installée, elle peut aller dans desktop, elle peut aller dans document, elle peut aller sur l'ensemble de votre file system et aller récupérer les informations ou même les détruire. Donc, par exemple, avec NodeIPC, c'est possible. Donc, on fait un peu le lien. Donc, il y a assez peu de sandboxing, en fait. Ce qui se passe, c'est que sur la partie mobile, donc les OS ont été pensés beaucoup plus récemment et ont été orientés sécurité beaucoup plus... Enfin, dès le départ, en fait. Même si elles sont comme Android basées sur le noyau Linux. Il donne un exemple qui est assez intéressant aussi, notamment il parle du X-Server. Donc le X-Server, c'est notamment ce qui permet de faire tourner l'environnement graphique dans un Linux, donc qui a tendance à être remplacé par Wayland, mais qui met un peu de temps à arriver et qui n'a pas la compat complète pour toutes les applications. Il explique que en fait, à partir du moment où une application peut utiliser le serveur d'affichage X, elle va pouvoir récupérer et espionner tout ce qui se passe et tout ce que font les autres applications. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant. Je pense que vous pouvez aller jeter un coup d'œil à ce blog-là là, qui franchement vaut le détour. Je peux pas dire que j'ai tout intégré complètement. Il y a des choses qui me sont encore assez étrangères, mais c'est intéressant de se rendre compte que finalement, on se retrouve avec des OS mobiles qui sont de par nature dont les applications sont sandboxées entre elles. Alors, il parle également du fait que l'intégrité du système est vérifiée au démarrage. Alors, c'est aussi le cas sur Windows avec le Secure Boot, et je crois qu'il y a certaines distribs Linux qui l'ont implémenté. Mais pareil, au niveau du chiffrement, il explique que... alors je dis il, mais je sais pas si... Donc la personne explique que c'est plutôt orienté file-based encryption plutôt que full disk encryption, qui est beaucoup plus secure en fait, de ce qu'il explique. Voilà, et qu'il y a pas mal d'enclaves existantes. Et sinon, t'as CubeOS justement qui propose ça, en fait, c'est dommage qu'il n'en parle pas dans l'article, parce qu'il fait référence à l'isolation physique, VM, etc. Et CubeOS, c'est justement un OS qui vise à regrouper les apps par VM en fonction des domaines de confiance. Et typiquement, tout ce qui va être gestion de tes entrées-sorties, tout ça, c'est dans une VM
à part, il y a absolument zéro confiance. Et après, en fait, les liens sont tirés entre les VM pour filtrer les surfaces d'attaque et que justement tu ne puisses pas, par exemple, d'une clé USB, accéder à ton file system ou accéder à ce genre de choses. Et les applications qui ont besoin d'accéder à la clé USB vont le faire uniquement sur les liens établis entre VM, quoi. Donc, Mais alors il en parle de CubeOS. Je sais plus si c'est dans cet article-là ou dans un autre. Mais effectivement, ce qu'il explique, c'est que grosso modo, c'est pas si mal comme OS desktop. Par contre, il faut de la patate pour soutenir, parce que CubeOS encapsule toutes les applications dans une VM, grosso modo. Et effectivement, ça fait du sandboxing qui est plutôt pas mal. Mais du coup, il faut une bonne machine pour aller supporter la couche d'émulation en fait qui implique la partie VM, quoi. Mais effectivement, ça. Et surtout, je pense, la communication inter-VM. Parce que les VM, globalement, sur du matos récent, ça va bien, mais c'est effectivement toute la couche entre les deux. Mais ouais. Mais c'est marrant, enfin, c'est assez marrant visuellement CubeOS parce que chaque fenêtre a une couleur différente en fonction du contexte de sécurité dans lequel tu es. J'avoue, j'ai jamais testé l'OS. Ouais. Après, je suis d'accord que la mise en œuvre doit être forcément un peu lourde, mais c'est toute l'idée en fait du compromis, c'est que la sécu entre guillemets à l'extrême, certes ça fait le job, mais en fait c'est potentiellement pas utilisable. Et à l'inverse, un truc trop léger va peut-être même pas être plus utilisable que ça, mais va être troué et avoir une surface d'attaque qui est gigantesque et qui permet d'en abuser. Il y a sans doute un compromis entre les deux. Après, la réflexion est en tout cas intéressante. Mais c'est vrai que c'est très très orienté sécu, c'est-à-dire que c'est uniquement le point focal qu'il prend, lui, c'est comment je me démerde pour que sur mon OS j'ai un maximum la main et qu'il n'y a rien qui m'échappe, quoi. Et que si jamais j'ai un process qui est malveillant, grosso modo, il n'est pas à la possibilité de faire grand-chose sur mon laptop. Et c'est vraiment très orienté desktop, donc c'est quand même à prendre avec du recul. Mais il a des positions intéressantes, tu vois, sur la partie mandatory access control avec du SE Linux par exemple, qui est généralement pour des questions de praticité et généralement désactivé parce que SE Linux nous fait chier, quoi, grosso modo. Mais c'est un peu compliqué effectivement de trouver un équilibre entre la sécurité et la praticité, quoi. Enfin, les deux vont pas de pair, c'est clair, quoi. Et du coup, tu disais que au début qu'il y avait les OS mobiles qui étaient entre guillemets, qui sont repartis aussi un peu plus tard et avec moins de legacy et qui étaient plus sécurisés. Et est-ce qu'il y a différents degrés de sécurisation des OS mobiles ? Ouais, alors de ce qu'il explique justement, alors grosso modo aujourd'hui il y a 2 OS mobiles qui sont utilisés, même s'il y a plein de flavors différentes d'Android. Grosso modo il y a Android et iOS. iOS apparemment est assez efficace sur la partie sandboxing également et plutôt orienté sécu. Et sur Android il y a un truc qui est intéressant, c'est un fork en fait de la partie AOSP d'Android, donc Android Open Source Project, je crois, AOSP. Qui est en fait la version light de Google sans toute la partie propriétaire de Google qui sont développées par leurs équipes. Et en fait, donc Graphene OS il en parle justement dans cet article-là, et un fork de ce truc-là, et rajoute toute une couche assez importante justement de sandboxing. Il y a ce qu'ils appellent le harden malloc, donc l'allocation mémoire, je crois qui est dérivé du projet OpenBSD, avec justement du hardening un peu partout dans l'OS. Alors moi je vous en parle là parce que j'ai fait le switch il y a à peu près 6 mois je crois, où je suis passé sur un Pixel avec du Graphene OS. Graphene OS, faut savoir que c'est uniquement supporté, donc les appareils supportés c'est uniquement du Google, étonnamment, et c'est donc basé sur AOSP, donc de base en fait il n'y a pas toute la suite Google, vous n'avez pas Gmail, vous n'avez pas et le plus important les Google Services. Et franchement ça marche assez bien, c'est très transparent, donc pour l'utiliser moi depuis 6 mois j'ai l'impression d'avoir un Android classique, quoi. Après je pense qu'ils font ce choix là pour se garantir entre guillemets la maintenabilité
de la OSP par rapport à ce device plus longtemps, quoi. Ouais, et Ce puis qui est il y comme a les aussi projets un niveau Lineage OS matériel. autres. Un niveau matériel, t'as au niveau donc hardware, ce que je connais moins, mais il explique que justement, il y a des éléments de sécurité type Titan M qui existent que sur les Google, sur les pixels. Et qu'ils en ont besoin, notamment aussi pour le Verified Boot, etc. Et tu peux aussi relocker ton Google après avoir déverrouillé le bootloader, ce qui est possible que sur les Google également. Donc tu peux quand même revérifier que ton OS, il y a plein d'OS custom qui existent sur Android, des linéages par exemple, etc. Mais tu peux jamais reverrouiller ton bootloader derrière et faire du Verified Boot. Alors que là, tu peux le faire avec Graphene. Pardon, je t'ai coupé. Tu avais une remarque, Florentin ? Non, je disais que c'était comme Lineage OS, en fait, ils sont obligés de garder un certain nombre de devices qui maintiennent, parce qu'en fait, ça devient hyper compliqué de maintenir tous les devices possibles et existants, parce que chacun a leur propre architecture hardware et tout. Lineage a beaucoup de différents. Lineage, leur but, c'est d'assurer la compatibilité d'un maximum de devices et de donner une seconde vie au maximum sur ces équipements-là. Ah oui, mais du coup, Graphene OS, c'est plutôt de dire comment on fait entre guillemets la plateforme la plus sécurisée. C'est ultra orienté sécu et pour autant c'est très utilisable. Vraiment, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir un Android AOSP. Je me demande même si j'ai pas. Ça change pas grand-chose. Hein. Après, il y a une vraie différence, la grosse différence entre iOS et Android pour les boîtes qui font de la sécu, c'est que sur Android tu peux virtualiser en fait. Et du coup, tu peux te faire un OS avec une couche de virtu sur laquelle tu as une séparation physique qui permet à quelqu'un, par exemple sur des équipements sécurisés, d'avoir dans le cadre de l'OS sécurisé un truc sur même si ton OS en dessous est troué, même si tu as n'importe quoi, mais le gouvernement américain ou disons Google avec Android, tu vois, qui aurait la main sur l'OS, ben en fait, même ça fait que comme eux tournent dans une VM au-dessus, bah, du coup, tu as une isolation physique qui fait que si tu gères ta couche de VM pour intégration, bah, tu rajoutes une couche de sécu sur laquelle, n'importe quoi, mais si tu devais avoir, je sais pas, un téléphone souverain européen pour les différents ministères, chefs d'État, corps des armées ou ce genre de choses, bah, ça leur permet d'aller beaucoup plus loin en fait que juste sur iOS où en fait au lieu de faire confiance à Apple, même si sans doute qu'ils font un bon boulot sur l'intégration du téléphone, tu as une limitation par rapport à ça. Tu ne peux pas avoir le contrôle sur l'OS comme tu peux l'avoir sur Android. Et après iOS, il y a pas de sécurité, comme tu as de plus en plus de langages qui s'implémentent pour développer des applications, ça pose également les questions inhérentes aux sécurités de chaque langage et d'avoir le modèle de sécu associé au runtime de ces langages-là. Et puisqu'on parle de langage, je crois que maintenant tu peux développer des applications en Go, en mobile. C'est aussi l'occasion pour Florentin de nous parler de la dernière release de Go. Allez, la release 1.18 qui a 3 grosses features, 2 grosses features et un gros point fort. Déjà les génériques, ça faisait très longtemps que c'était attendu au Go. Ça a été volontairement pas implémenté pendant très longtemps par leur créateur qui avait pour but de partir du principe que vu que ça venait de Google et que c'était des choses simples, par exemple, partons du principe string util ou choses comme ça, des opérations faciles à recoder, genre itérer sur un slice ou autre, du coup, ça ne valait pas le coup de le développer pour chacune, faire des opérations génériques, et ça pouvait être redéveloppé à chaque fois. Et là, du coup, avec le travail de la communauté qui a été fait par la communauté, en Go 1.18, on arrive sur une implémentation des génériques dans Go, à base de crochets, là où tout le monde utilise des chevrons. Ça, on y repasse. Sauf en Scala, hein. On est sur du crochet en Scala aussi. Exact. Et moi, ça me perturbe vachement. Et j'ai toujours connu des chevrons. Et du coup, voilà.
Et je suis perdu, ça y est. Donc les génériques, ça a été un gros débat quand même pour Go. En fait, ce qui a fait le succès de Go, c'était sa simplicité initiale d'accès, c'était exactement, c'est son côté un peu innocent. Et le fait qu'il n'y a rien dedans, surtout. Ouais, mais parce que du coup, il était très très simple. Et en fait, parce qu'il était simple, c'est ce qui en a fait son succès. Et aujourd'hui, en fait, ils pervertissent un peu ce truc-là en disant bon, allez, finalement, on va quand même mettre un des génériques dedans. Ce qui a fait son succès, c'est quand même la machine marketing de Google. Hein. Il faut se le dire, ouais. Non, Il y a son pas pote, que. Oui, c'est vrai que sinon ça aurait fonctionné pour Dart. Il y a forcément ça, mais il y a aussi le fait qu'ils sont sans doute arrivés au bon moment avec des gens qui étaient passés sur du Python, sur des trucs comme ça, et sur lesquels tu arrives avec un langage très simple, mais compilé, qui amène quand même de la perf par rapport à un usage Python, mais sur lequel le passage est quand même assez facilité, et je pense que tu as un paquet de gens qui sont passés sur Go à ce moment-là. Oui, et ce que je voulais dire aussi, moi, dans cette histoire-là, c'est que du coup... dans les gens qui ont expérimenté Go, par contre, j'en connais un paquet, ceux qui utilisaient des choses, les richesses des autres langages, par exemple, ont expérimenté. Il y a un côté fun au début, parce que c'est simple, c'est rigolo, c'est très expressif, c'est peu verbeux, mais en fait, tu as aussi vite fait le tour, quoi. Et en fait, les gens qui ont accès à d'autres primitives et d'autres trucs, bah, généralement, ça perd du goût, quoi, et tu passes à autre chose. Oui, exactement. Et après, là, ce qu'ils ont introduit en plus des génériques, c'est ce que je voulais dire, c'est que ils ont ajouté au passage la programmation par contrat. Et du coup, on peut dire, dans les génériques, en fait, c'est un générique avec telle interface. Et ça doit respecter ça. Et voilà. Après, dans les deux autres news qu'il y a dans cette release, donc il y a l'intégration des workspaces. Je sais pas si vous connaissez ce genre de choses, mais globalement, c'est comment on a relié deux projets Go dans un seul repo Git avec potentiellement, du coup, je vais faire référence à l'autre projet. Donc, au lieu de faire son import avec toute l'URL, on peut faire juste importe-moi le projet d'à côté qui se nomme comme ça. Et voilà. Et puis la dernière news, c'est que surtout pour les architectures, notamment de M1, d'Apple, et ensuite d'ARM et PowerPC en 64 bits, ils ont fait un gain de 20% en perf, ce qui est pas négligeable. Et du coup, il y a dû avoir un énorme travail là-dessus pour pouvoir avancer. Enfin, 20% de gain, mais je pense que ça rattrape les perfs qu'il y avait ailleurs. Mais c'est sûrement ça. Ils ont dû. En fait, je soupçonne que quand ils ont bossé pour l'intégration d'Apple M1, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient améliorer ARM et PowerPC au passage. Et parce qu'il y avait des petites choses qui étaient pas faites et qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Et du coup, ils l'ont fait et bim, quoi, ça débloque. Après, sur les workspaces, je les trouve quand même un peu gonflés, hein, de passer ça en disant ouais, regardez les Go modules, à quel point c'est un succès, etc. Quand tu sais comment ça a été amené et comment ils ont traité la communauté au travers de ce projet-là, tu dis ouais, en vrai. Sachant que ça a commencé par de toute manière à Google, il y a un seul repo et tu tires tout le temps la dernière version. Pas d'une de ça, mais c'est surtout que tu sais, il y avait eu Godep et les versions d'avant. Où Glide et avait expérimenté des choses et il y a juste à un moment donné, tu as Google qui a fait genre en fait c'est nous qui décidons, donc merci de votre contribution, mais on s'en fiche un peu. Et du coup, on va refaire un truc. Et en vrai, c'est tout le problème en fait d'avoir des projets gérés par Google, c'est que soit ça sert Google et ça peut être suivi, soit des fois ils veulent juste tout buter parce que c'est Google, donc à un moment donné tout finit dans le dans le cimetière des projets Google. Il y a un site web là-dessus. Go ils l'utilisent en interne, donc a priori pour l'instant ça les intéresse, mais ça montre à quel point ils ne savent absolument pas bosser en mode communauté, quoi. Bah, c'est sûr. Et donc je trouve ça quand même gros, quoi. Comment ils le disent, que les Go modules ont été très largement adoptés et que les utilisateurs Go ont reporté une très très haute satisfaction. Là, ouais, les gars, on sait comment ça s'est passé aussi, là. Donc c'est pas comme si tu avais le choix non plus aujourd'hui. Encore clairement.
Ouais, tu peux toujours utiliser les Godep et tout, mais je pense que ça va être compliqué d'implémenter ce genre de choses. Quoique, au Ouais, puis final. non, mais en vrai, quand tu démarres dans un langage, tu regardes la doc, et la doc, elle te parle des modules, et en fait, t'as qu'une seule façon de faire dans la façon dont tu apprends le langage. Tu peux aussi très bien bypasser tout ça et faire ça avec Basel, par exemple, mais, mais c'est pas ce que tu apprends quand tu apprends un langage, quoi. Clairement. Clairement, ouais. C'est parce que tu as envie, tu recherches la simplicité, comme tu le disais au début, et c'est Ah pour ouais. ça que ça a marché, hein. Et ce qui nous fait enchaîner sur la news d'après, qui est En simplicité. en toute simplicité, exactement, le projet Tor, qui a sorti un nouveau client, euh, un client officiel du projet, réécrit en Rust en version 0.1, dont le but est déjà de d'avoir du feedback en fait, parce que du coup ils cherchent du monde pour tester, voir s'ils peuvent remonter les erreurs et tout. Ne pas utiliser en production, du coup c'est ce qui a marqué pour cette release. Et ils ont pour but au mois de septembre prochain sortir une 1.0 avec tout ce qu'il faut pour pouvoir utiliser en prod et autres. Et en fait sont partis réécrire le client Tor en Rust pour pouvoir justement adresser les issues de memory leak qu'ils ont du mal à trouver, je suppose, dans le client qui existe aujourd'hui. Et c'est mon interprétation. Il y a un commentaire assez marrant sur le Reddit là, dont vous trouverez le lien en description. Quelqu'un qui dit ah, c'est incroyable parce que dans ce repo, il n'y a que 2 usages du mot-clé unsafe. Donc pour rappel, hein, en Rust, par défaut, il y a plein de checks qui sont faits pour vous assurer que votre code est safe en termes de gestion de la mémoire. Et si à un moment vous faites des trucs un peu chelous et que globalement le compilateur Rust vous empêcherait de le faire normalement, vous pouvez juste entourer votre code un peu chelou du mot-clé unsafe et en disant là tu vérifies pas, je fais ce que je veux, donc potentiellement c'est plus dangereux. Et donc il vaut mieux éviter parfois d'utiliser unsafe, sauf si on est sûr de ce qu'on fait. Et apparemment, dans la codebase complète du projet Arty, donc qui est cette nouvelle implémentation de Tor, du client Tor en Rust, il n'y a que 2 usages, il n'y a que 2 blocs qui sont unsafe dans toute la codebase. Et bon, la personne dit que on ne peut pas garantir que tous les libs qui sont utilisés sont pas juste entourés d'un énorme unsafe, parce que on peut faire ça aussi en Rust, ce qui pète un peu le principe, design. le design du langage. Mais voilà, du coup, ça a l'air d'être de qualité, d'après ce que les gens en disent. Exactement. Et de toute manière, il s'appelle à avoir des retours. Donc si vous voulez aller tester et ouvrir les issues pour qu'ils aient du feedback, et ben n'hésitez pas. C'est vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant. Sachant qu'ils ont des exemples en fait où ils expliquent comment l'utiliser. Il suffit de faire un cargo install de Arty pour le coup, ARTI, et vous avez le client en fait en local, et vous avez juste une commande à exécuter et c'est bon. Et en parlant De qualité. un client de qualité exactement sans memory leak et qui ouvre des sockets sur le réseau qui est optimisé par IO-Ring. Et ça, c'est Steven qui va nous en parler. Tu m'as foiré ma transition. Non, en fait, il y a eu beaucoup d'efforts, mais on en a déjà parlé dans Massy sur IO-Ring et l'optimisation au niveau des IO sur Linux. Et en fait, le dev qui s'occupe de ça, qui a un nom, comment il s'appelle? Jans Adbe, enfin, un nom un peu dur à prononcer. En fait, du coup, il a quand même contribué beaucoup l'année dernière à améliorer les IO de stockage, où on est quand même arrivé à plus de 10 millions d'IOPS par cœur sur Linux. Ça commence à être correct. Et du coup, là, il s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce que ça donne côté réseau? Et en fait, l'article épluche un peu les différentes parties qu'il y a dans la stack réseau, et là, il a commencé à regarder les premières couches, et il a déjà trouvé comment réduire de 3-4% l'overhead qu'il y avait dans certains appels.
justement en utilisant la stack IO-Green plutôt que la stack historique. Donc ce que ça veut dire, c'est que tout au long de cette année, on risque d'avoir d'autres patchs et d'autres contributions de sa part sur la stack réseau pour améliorer encore les performances. Ce qui est toujours bénéfique parce que la stack réseau elle est partout par défaut. Alors parfois sur serveur, pour aller plus vite, on peut passer sur des stacks réseau en userland, mais ça peut des fois demander un effort d'intégration. Là, si on a une stack réseau qui par défaut a un très très bon compromis de performance, c'est plutôt intéressant. Et juste, je vais essayer de vous trouver le nom de notre Jean-Michel, parce que ce serait quand même bien. Est-ce que ce serait pas Michael Larabale? Non, mais non. Non. Michael Larabale, c'est le journaliste de Foronix. Ah oui, exact, pardon. Non, c'est Jans Axboe, sans doute, ça doit être ça. Et il est assez prolifique et assez. Il partage pas mal en fait ce qu'il fait, notamment sur Twitter avec on vous mettra le Twitter de son compte Twitter, et en fait il partage pas mal en fait les avancées et des screenshots de ses benchmarks. D'ailleurs, pour valider les performances côté réseau, autant côté IO, il y avait FIO qui permettait avec une grande flexibilité de tester les IOPS, les performances en termes d'IO. Autant côté réseau, il n'a pas trouvé grand-chose. Et en fait, tout ce qui était hyperf ou ce genre de choses, c'est plutôt pour tester des liens, mais c'est pas pour tester la stack elle-même. Et du coup, ils ont été obligés de créer un outil. Et a priori, ils devraient partager cet outil-là prochainement. Ce qui sera très intéressant parce que ça donnera quelque part un outil de référence pour tester les performances réseau entre les différentes implémentations, soit kernel, soit userland, du réseau. Donc c'est pas inintéressant. Et puisqu'on parle réseau, souvent le réseau c'est quelque chose d'assez méconnu, et en fait c'est toujours un peu la boîte noire qu'on observe plutôt que d'ouvrir la boîte de Pandore et de se dire oh là je comprends rien, qu'est-ce qui se passe, etc. Et du coup c'est assez utile de pouvoir trouver des gens qui expliquent le réseau. Et Manu, il me semble que tu as trouvé quelque chose d'intéressant. Ouais, il y a une chaîne YouTube qui est plutôt cool. Alors, le mec est pas prolixe. La première vidéo a 9 ans, je crois. Et il y en a une dizaine, je crois. Donc, il y en a pas énormément, mais elles ont le mérite d'être super, super bien faites. Et d'expliquer pas mal pas mal de sujets réseau. Alors il y a un peu de système aussi, il y a des trucs un peu plus drôles, genre pourquoi on n'a pas les mêmes sauts de ligne entre Windows et Linux, donc avec un peu d'historique, mais vraiment ce qui est intéressant dans ces petites vidéos, c'est la partie didactique, et les schémas sont très très explicites. Donc là, typiquement, il y a 9 mois, il a sorti une petite vidéo qui réexpliquait TCP vs UDP vs Quick, maintenant. Voilà, il y a des petits trucs sur les DNS, des petits tricks de terminaux Linux. Bon, ça c'est assez classique. Mais vraiment sur les trucs de base, les requêtes DHCP, c'est quoi la différence entre un hub, un switch, un routeur, tout ça. Ça peut être intéressant. Après, c'est le niveau 0, niveau 1 du réseau, hein. Vous attendez pas à avoir des trucs de malade. Mais si jamais c'est un sujet que vous n'avez pas trop creusé, c'est toujours intéressant d'aller voir. Donc ça s'appelle Pitcher Explains Tech. Eh bien, je vais ajouter ça à la liste des trucs à regarder. Je suis en train de binge les vidéos sur le JavaScript là, dont l'avant-dernier épisode a discuté. JS idiomatique, non, c'est pas ça? Ouais, JS idiomatique, etc. Je suis en train de binge ça. Donc après, je vais enchaîner sur le réseau. Ouais. J'aime bien parfois les trucs qui reprennent la base, parce qu'il y a toujours des moments où c'est... Avec de l'historique, ouais, parce qu'il y a toujours des trucs où tu t'avais oublié, ou alors des détails que tu apprends au passage, et je trouve que c'est toujours sympa de réapprendre ça.
Non, mais surtout, c'est vrai que si jamais il y a des... Ouais, je sais pas, si vous croisez des gens qui ont pas trop creusé ce sujet-là, je pense juste de te donner la chaîne, déjà, ça te donne un bon aperçu de ce qui existe, tu vois. Après, c'est pas un cours, hein. Donc, il n'y a pas petit 1, layer 1, layer 2, layer 3, mais voilà, TCP vs UDP, par exemple, est super bien expliqué. Et Ça permet de découvrir plein de choses. Hein. Je te laisse, Steven, faire la transition. Surtout TCP/UDP en ces moments de HTTP3 over quick avec de l'implème pseudo TCP over UDP. Justement, il y a une vidéo sur Quick, c'est assez rigolo. Ah, bah c'est bien. Il y a regardé comment ils expliquent ça. Après, une fois que tu as compris le principe, c'est pas dur à comprendre, mais il y a le réseau et le réseau cloud. Et en fait, c'est souvent des choses qui n'ont rien à voir. Mais tu pourrais aller découvrir tout ça. Genre de truc. Comment ? Tu pourrais aller découvrir tout ça avec Warten, par exemple. Et visualiser tout ça. Alors Warten sert à observer le réseau. Notamment, je sais qu'il y a des gens qui font du monitoring de transactions financières sur réseau haute fréquence, tu sais, pour le HFT trading, là, le réseau haute fréquence, enfin la bourse haute fréquence. La bourse. En fait, le truc qu'on devrait taxer. Les réseaux physiques, parce qu'en fait, il y a trop de latence. Et du coup, ils utilisent des réseaux hertziens parce qu'ils sont de basse latence, parce qu'en fait, si tu mets des points d'un côté et de l'autre des États-Unis, ben en fait, t'as pas de maillage, t'as pas de nœud. Or, à chaque nœud, c'est de la latence que tu prends, puisque y a le temps de traitement des différents équipements, même s'ils essaient de réduire les latences. Et donc, ils utilisent ça. Et comme Warten a une définition à la nanoseconde, potentiellement, qui s'est configuré comme ça, et ben ça te permet de monitorer en fait ton trafic et la perte de paquets potentiels sur ton réseau hertzien. Donc en tout cas, ça c'est un des usages. Mais puisque tu parles de Warten, et ben en fait, Warten a publié il y a Warten Defense, la boîte qui est derrière, a publié il y a quelques jours un nouveau projet. C'est Xavier Marin qui bosse pas mal là sur le sujet Discovery, et ça c'est un projet que j'aime bien moi, parce que ça te permet de faire du dashboard léger, très simple, sur lequel tu te concentres sur tes données en fait. Tu vois, tu n'as pas le côté tiens, comment je fais un truc joli, machin. En fait, on fait juste ta query, ça te donne un graphe, et après tu peux venir mettre un peu de couleur, changer le fond, 2-3 trucs, et ça te permet de faire des dashboards as code très sympa. Ça me rappelle un projet qu'on avait fait qui s'appelait MyBoard, je crois, avec Rémi, d'ailleurs, et on lui passe le bonjour. Et mais là, c'est tout intégré. Et là, ce qu'ils ont proposé, c'est en fait d'avoir une sorte de serveur qui te permet de faire du discovery de façon autonome. Donc, si jamais t'as pas l'infra, le truc, le machin, en fait, tu peux juste booter ce petit serveur discovery. Ils appellent ça le Discovery Explorer. Ils fournissent un conteneur pour le booter et pouvoir le tester rapidement. Mais moi, je vous invite à aller tester Discovery, parce que c'est vraiment très sympa, et ça permet de faire des petits dashboards très sympas, très légers, sans avoir à forcément sortir l'artillerie Grafana et rentrer dans la logique Grafana. Si vous voulez juste faire un truc avec un graphe ou faire de l'exploratoire sur des données, en fait, c'est assez sympa. C'est le bon compromis entre l'outil, soit le studio vraiment très environnement de dev. L'IDE Warp s'appelle le Warp Studio. Il s'appelle Warp Studio, ouais. Ouais, l'outil Quantum qui est un outil plutôt exploratoire, mais qui permet pas d'aller composer un dashboard. C'est juste un environnement Warplib qui permet d'avoir sa query et d'avoir le résultat, et éventuellement de la visualiser, mais on peut pas composer un dashboard avec ça. Et là, c'est vraiment le dashboard as code, et moi j'aime bien l'idée parce que ça permet de dynamiser complètement un dashboard par son contexte d'exécution, avec dans certains environnements, tu trouves que ce dashboard-là est pertinent ou pas, ou peut-être dans telle ou telle taille ou telle proportion. Tu peux tout faire en fait as code, donc c'est plutôt intéressant. Vous avez testé un peu Discovery ou pas? Non, pas encore.
J'ai peut-être testé ça quand je vais faire du Grafana pour les load balancers de Clever Cloud. Aller améliorer la partie métrique, ou du moins rajouter des métriques. Alors, Moi, on j'ai pas arrive encore en. touché à Warp 10, alors hein, je pars de loin. Ouais, tu vas voir, c'est Tu bien. vas voir, c'est une machinerie, elle tourne du tonnerre. Tu vas connecter les neurones. T'as déjà fait du Prometheus? Ouais, très léger. Hein. Ouais, bah tu m'étonnes. Non, mais tu vas dire, mais pourquoi j'ai pas connu ça avant? Bon, faut qu'on t'explique deux, trois trucs, mais si jamais d'ailleurs, si vous êtes intéressé par du Warp et vous vous heurtez à deux, trois trucs sur soit le langage, soit quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous pinguer sur Twitter ou quoi que ce soit et venir nous dire, ah, on a besoin d'un coup de main ou on pourrait s'organiser un live sur Twitch par exemple, on dire, allez, vas-y, on fait une session Warp, on invite des gars du Warp. Et puis on fait des petites présentations comme ça, on fait des questions-réponses et ça pourrait être un format intéressant. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires en dessous, après avoir cliqué le pouce bleu. Activer les petites notifications de réception et tout. Mais non, clairement, mais après, Comment below. pour être sûr, tu peux. De mémoire, ils faisaient des office hour Sense. Si, je sais pas s'ils le font toujours. Alors ils ont un Slack qu'ils appellent le Lounge, ouais, je pense qu'ils sont toujours dedans. Ouais. Mais ils sont toujours dedans pour le coup, ouais. Pour y être inscrits, ils sont toujours dedans. Ouais. Mais, voilà. Nous, on se veut aussi contributeur de cette communauté, donc si jamais vous avez des questions liées au projet, n'hésitez pas. Pour terminer, on avait promis d'avoir quelques Quelques news Clever Cloud. Quelques news Clever Cloud, notamment, on en a deux aujourd'hui. Tu veux dire, je suis en train d'enregistrer un podcast là. C'est après l'interruption enfant, il y a l'interruption famille. Donc, en fait, dans les deux fonctionnalités qu'on on a la première qui a été publiée par Uber. Dans la console. Uber, que dis-je? Uber, le magnifique. Le grand Uber. On lui fait un petit coucou aussi. Et qui est qui sont les redirections TCP. Que sont les redirections TCP? En fait, c'est l'idée simple qui est que si ce que vous hébergez comme application, ce n'est pas forcément une application web, mais que vous avez potentiellement besoin d'exposer des ports un peu spécifiques au niveau TCP pour joindre votre application, donc ça peut être un serveur XMPP, gRPC, ce type d'application qui ne fonctionnerait pas en HTTP par exemple, eh bien vous avez la capacité d'exposer des ports et de les rediriger vers votre application. Donc ça, maintenant, on a publié la fonctionnalité qui est disponible dans CleverTools et dans la console pour faire de la redirection de ports. Je vois qu'il y avait un blog post opérateur, mais c'est toi qui vas nous en parler de ça, alors Florent. Ah oui, bah, je sais pas si vous êtes je ne sais pas si vous êtes au courant. Je ne pense pas que vous soyez au courant, mais on a sorti un blog post récemment sur un opérateur qui s'appelle le Clever Operator, qui est sur GitHub de Clever Cloud, et dont le but est de pouvoir justement commander des add-ons de Clever directement depuis son conteneur cube, son cluster cube, pardon. Et l'idée, c'est de pouvoir justement venir brancher des pods ou autres depuis son Kubernetes et venir aller commander une DB avec un petit fichier YAML. Et du coup, pour la sortie de la version 0.4 et du fait que c'est plutôt stable et ça fonctionne bien, et on a fait un petit blog post au passage. Et je vous invite à les tester, à faire des issues si besoin. N'hésitez pas à me pinguer si vous avez des retours à me faire. Et voilà, sachant qu'on a prévu de rajouter tous les add-ons disponibles de Clever et puis voir un peu plus tard comment intégrer toutes les applications et tout dedans. L'idée est de fournir un manifeste ou quelque chose comme ça qui permet de
depuis un cluster cube ou du moins du YAML cube, faire de l'infra as code en disant je veux commander ma PG, elle sera dispo là et les secrets seront dispo, ainsi de suite et tout. Donc voilà. Donc l'article explique pourquoi on l'a fait aussi, pour exact. Mais c'est que en fait c'est une demande de certains de nos clients qui avaient des expériences plutôt mauvaises en termes de gestion de base de données sur des environnements Cube ou OpenShift, ce genre de choses, et qui du coup souhaitaient migrer entre guillemets vers Clever, mais pour le faire en douceur, en fait ils migrent d'abord les bases de données, et ensuite ça permet d'avoir les bases de données avec une bonne expérience du coup de service manager côté Clever Cloud, et ensuite ils prennent le temps de migrer soit les conteneurs, soit les applications pour les faire rentrer côté Clever. Donc c'est plutôt un facilitateur pour ces clients-là. Exactement. On a une dernière fonctionnalité qu'on a publiée cette semaine, qui sont la capacité de faire des VM tasks. Des VM tasks, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce sont des applications qui peuvent être la même application que vous avez d'habitude d'ailleurs, mais que vous pouvez appeler avec la variable cc run command. Et à la particularité de ces VM tasks, alors comment on fait une VM task déjà ? En flaguant le cc task à true dans les variables d'environnement, mais donc c'est très simple. Mais la particularité par rapport aux applications classiques, dont le rôle de Clever est de maintenir en permanence le bon état de santé, le maintien en conditions opérationnelles, etc. La VM Task, son but c'est de faire le job une fois et de mourir tranquillement, de se fermer. Et nous, en fait, côté appli, on vient déclarer l'instance comme étant clôturée. Ce qui veut dire que si on a un job à faire, on n'est pas obligé d'avoir une machine qui tourne tout le temps pour faire ce job-là. On déclenche le job, on fait le job, et puis ensuite on ne paye plus rien, et c'est un scale to zero. Donc ça, c'est ce qu'on a publié cette semaine. On a d'autres surprises qui vont arriver par rapport à ça, mais ça vous permet déjà d'avoir, par exemple, des jobs de facturation, de génération de documents, tout ce qui est du récurrent, par exemple, que vous pouvez configurer une fois. Et il y a quelque chose d'intéressant qu'on est en train d'amener également, mais c'est l'affinité que vous pouvez avoir entre votre application qui utilise une base de données et la task qui peut faire des choses sur cette même base de données. Parfois, il y a besoin d'avoir l'intégrité, entre guillemets, par rapport au modèle de la base, au schéma. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que les tâches et les applications sont liées par du versionning, donc sur un même git commit. Vous pouvez démarrer l'AVM, l'application et la tâche dans deux contextes différents, mais sur la même base de code, ce qui vous permet d'avoir l'intégrité au regard de la base de données. Donc ça, c'est très intéressant, et c'est disponible cette semaine également. Semaine riche en fonctionnalités. Effectivement. Je crois qu'on arrive au bout de ce deuxième récit. Est-ce que je relance le dé ? Oui. Et du coup, c'est le moment du dé. Exactement. Roulement de tambour. Eh bien, c'est 20. Je viens de faire 20. Nous sommes donc sur Florentin. Mon premier lien, je sais même plus ce que j'ai mis, c'est pour vous dire. C'est génial, c'est génial. C'est un artiste francophone qui est d'origine polonaise, qui s'appelle Woracle. Je pense que je l'écorche un peu son nom au passage. Worax, ouais. Je pense que c'est Worax la prononciation, quelque chose comme ça. Et c'est possible. Et du coup là c'est un live où il joue de la musique électro, mais la subtilité, c'est que c'est de la musique électro faite par un orchestre symphonique. Et je vous avoue, ça envoie du lourd. Je vous laisse découvrir ça, écoutez, ça dure, je crois qu'il dure 1 heure celui-là, ou 1h30. 1h46. 1h46. Et je ne vois jamais le temps passer quand j'écoute. C'est hyper agréable. Il y a des passages, ils sont pas piqués des hannetons. Pas piqués des hannetons. Oui, ça mérite une expression de ce type-là.
Eh bien, merci Petit Florentin. passionné. Où est-ce qu'on vous retrouve tous, Manu? Moi, je suis en read only sur les réseaux sociaux, donc on me retrouve pas. Très bien. Voilà. Peut-être qu'on Enfin, peut j'espère. trouver des scores de chez Paul. Florentin, où est-ce qu'on te retrouve? Sur Twitter ou GitHub avec le @Florentin Dubois, F majuscule, Dubois majuscule et le reste en minuscule. Et tout collé. Julie, où est-ce qu'on te retrouve? Eh bien, sur Twitter, sur GitHub, globalement, vous tapez Judu, soit avec un seul U à chaque fois, soit avec 2 U à chaque fois, et puis vous vérifiez si ça ressemble à moi sur l'avatar. Et quant à moi, vous me retrouvez sur Lunisdu sur Twitter. Et je pense que collectivement, on vous souhaite tous une agréable Journée, soirée, apéritif. un agréable Fin de moment, douche. Fin de douche. Merci à vous C'est ambitieux. de nous suivre et on vous dit au prochain épisode. À bientôt. À bientôt Bye. pour cet Bisous. épisode du premier épisode du message à caractère apéritif. On va se faire défoncer par la production, moi je dis. Allez. Allez, des bisous Allez, et Kenavo. bien mat. Kenavo.